Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je partage avec vous un 6e épisode un peu particulier. J'y rencontre Karine. Contrairement à d'habitude, on parle beaucoup moins de Munich, même si la ville reste toujours là, comme une trame de fond et un décor pour les moments charnières. Cet épisode, c'est surtout un parcours de vie, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de le couper en 2 parties, car il fallait bien cela pour garder l'essentiel. Dans cette première partie, on commence par les débuts. D'origine lorraine, Karine a toujours été passionnée par l'allemand, et cette passion est le fil rouge de son parcours. On parle de son enfance, de sa rencontre avec la langue allemande, avec l'Allemagne et avec un Allemand, son ex-mari. Elle nous raconte ses nombreux déménagements, Reutlingen, Nuremberg, Belfort, Francfort, Lausanne et j'en passe, ses premiers jobs, son coup de cœur pour la Suisse et sa première étape à Munich. Bref, vous le verrez, un parcours riche en rebondissements. Au moment où j'ai réécouté le podcast pour faire le montage et écrire cette introduction, il y a une expression allemande qui m'est venue à l'esprit. Kein Blatt vor dem Mund nehmen, qui veut dire en français « ne pas mâcher ses mots ». Et je trouve que celle-ci se prête particulièrement bien à Karine, car elle partage avec nous son expérience avec un naturel et une franchise évidents. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Hélène. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci de m'inviter. Je t'ai présenté un petit peu dans l'introduction et normalement je commence toujours le podcast de la même façon en demandant à la personne d'où elle vient. Mais avec toi j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Ah, j'ai de la chance. Si ça ne marche pas on coupera, mais voilà. D'accord. Justement, avant que tu me dises d'où tu viennes, je voudrais que pour te présenter, tu nous racontes une petite anecdote que peut-être peu de personnes ou personne ne sait. Et oui, voilà, pour apprendre à te connaître. Donc, je ne sais pas si tu as... Je pense que mon anecdote, que peu de personnes connaissent, elle démarre avec la langue allemande, en fait. Ouais. Ça, c'est très, très significatif. J'ai appris l'allemand donc en Lorraine. J'étais en 6e. Première heure d'allemand avec Mademoiselle Boulanger, je me rappelle même de la prof. Et cette prof nous montre le bouquin avec Herr Weber, Frau Weber, et je vois mes yeux, enfin tu vois, j'ai vraiment le souvenir de tout mon être qui, oh, c'est quoi ça? Ah, j'avais quelque chose comme ça qui vibre en moi, inexplicable. Hier, da, et j'ai l'impression, oh, il y avait vraiment un espèce d'appel là. Je veux apprendre. Et puis, je sais pas, j'ai dû comprendre, je ne sais pas comment, mais qu'il y avait un monde qui s'ouvrait pour moi. Et je suis rentrée chez mes parents et j'ai dit oh, j'adore. J'étais toute électrisée et je crois que dans la foulée, j'ai dû dire je veux apprendre cette langue et la parler couramment. D'accord, parce que maintenant je me rappelle que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais dit, si je me trompe pas, non mais moi je rêvais en fait de devenir allemande. Voilà, ou ça c'est venu par la suite. D'accord. En fait. Okay. C'est venu au fur et à mesure. Mais cette première heure d'allemand, enfin tu vois, elle est ancrée en moi. Je me dis, maintenant que voilà, j'ai 46 ans, c'est incroyable qu'à cet âge-là, j'ai des enfants de cet âge-là, que j'ai pris une décision aussi claire, sans pouvoir, tu vois, à cet âge-là, la justifier. Enfin, il n'y avait rien de rationnel, c'était comme ça, appelé, aspiré par le truc, pas une langue forcément facile. Aujourd'hui, je la parle couramment. En plus, je fais plein de choses que j'aime avec des Allemands. Oui, t'as quasi réalisé ton rêve, on peut dire. Ouais, voilà. Non, mais c'est dingue, quoi. Il y a quelque chose de magique par moment quand tu cherches pas à tout expliquer et que tu suis juste ce qui t'appelle, en fait. Et je suis super contente de ça, de réaliser, en fait, le pont que j'ai construit, finalement, entre ce premier moment, tu vois, que je peux raconter à mes enfants, puisqu'ils sont franco-allemands, pour le coup. Alors, eux, ils grandissent avec la langue de manière naturelle. Je dis, mais non, mais maman n'a pas toujours parlé l'allemand. Jusqu'à 12 ans, j'avais jamais entendu un mot d'allemand. Alors qu'aujourd'hui, par moments, c'est presque devenu ma langue principale.
Mes enfants parlent principalement l'allemand. Et voilà, ça c'est mon anecdote. Frau Écoute, Weber, on est à Weber, on révolutionné ma vie dès la première minute. Écoute, c'est super, moi je trouve, pour l'introduction. On va revenir donc un petit peu en arrière. Donc, tu nous as déjà dit que tu viens de Lorraine. On a un point en commun. Voilà. Alors, raconte-moi, oui, on va dire un peu ton parcours. Donc, on sait, voilà, Lorraine, tu commences à apprendre l'allemand en 6e, mais de toute façon, tu vas pas tout de suite te retrouver en Allemagne. Voilà, qu'est-ce qui se passe avant que tu arrives en Allemagne, avant que tu arrives à Munich? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dirais que ma chance, c'est d'être née dans une famille très ouverte. Alors, au départ, pas une famille avec forcément de moyens, on va dire matériels, mais une famille ouverte. Mon père, donc, est lorrain, ma mère est d'origine polonaise. Et mon père épouse une étrangère pour ma belle famille, donc ma mère, hein. Et excuse-moi, elle parlait français, ta ma maman? mère parle français, oui, elle est née en France, elle a été naturalisée à 20 ans, mais la langue qu'ils avaient à la maison, c'était le polonais. Mes grands-parents n'ont pas parlé le français, moi, je n'ai jamais parlé avec mon grand-père, par exemple. D'accord, mais toi, tu parles pas le polonais? Non, j'ai jamais appris, je savais dire 2-3 mots, surtout na zdrowie d'ailleurs, mais en fait, j'ai été baignée tout de suite dans ce côté, tiens, il y a un ailleurs, il y a quelque chose d'autre, il y a un mythe, il y a quelque chose qui se passe ailleurs, quoi. Et mon père, la chance que j'ai, bon, il est enseignant, très ouvert, très curieux. Et lui, un peu par une certaine magie, dans cette grande fratrie, il était le seul à être ouvert comme ça à autre chose. Hein. Il a ouvert sa famille à une étrangère, à une autre culture. Il a appris un peu le polonais. Il était capable de parler avec mon grand-père. Je me dis, waouh, quoi. Et mon père, on a un truc en commun, c'est qu'il adorait l'allemand. Il a aussi une histoire avec l'allemand, un peu différente de la mienne, mais un truc qui lui a aussi ouvert un peu les bras. Et sa première chérie, c'est très très drôle, elle était allemande en fait. Donc on m'a resservi l'histoire au moment de mon mariage, ça m'a fait beaucoup rigoler. Et donc il était en gros dans les années 50, faut s'imaginer, hein, après-guerre en Lorraine, hein, tout avait été détruit, leurs fermes complètement bombardées. Oui, parce que généralement, j'allais dire, les gens de cette époque, ils ne sont pas très pro-allemands. Voilà, tout le village était un peu contre lui. Lui, il a quand même amené une Allemande dans le village. Donc, quand je me suis mariée avec un Allemand, on m'a dit pas des trucs forcément très sympas. En Lorraine, voilà, il y a encore des gens qui sont très marqués. Hein. Ouais. Et voilà. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là dès le début. Donc, mes parents m'ont emmenée de l'autre côté du Rhin, une fois à Kiel. T'avais quel âge à peu près? J'avais peut-être 12... à peu près dans la première année, 6e, 5e, quoi. Okay. Donc, 12-13 ans. Plus 11-12. Et puis ma grande chance en seconde, j'ai eu des très bons profs d'allemand au lycée où je me trouvais. J'ai eu ma prof d'allemand, donc Madame Cercelet, en seconde, qui était allemande et qui, comment on appelle ça, la soirée parents-élèves, dit à mes parents, écoutez, Karine est super motivée, je peux la mettre en contact avec une famille en Allemagne. Voilà, pour moi, le rêve absolu, quoi. Et donc, on s'écrit, puisqu'on échange des photos, on envoie des lettres à la poste. Oui, c'est ce qu'on appelait les correspondantes. Voilà, c'était une correspondance, et c'était mes premiers correspondants adultes, qui étaient prêts donc à m'accueillir à Tübingen, donc pendant 2 semaines. Et c'est une correspondance qui a démarré courant de l'année scolaire, 87. Et donc, 88, je suis accueillie chez eux pendant 15 jours. Mon rêve absolu. Une famille absolument géniale, choc culturel, c'était des végétariens. Enfin, j'ai fait toutes des premières expériences chez eux. Et puis l'année qui a suivi, deuxième coup de bol, avant donc toujours d'aller en Allemagne, l'année suivante, Madame Cercelet, Monsieur Lang. Donc là, t'es toujours au lycée. Toujours au lycée, première, donc toujours allemand première langue. Erlang, donc qui me parle d'une école de commerce qui se trouve en Allemagne, qui propose un programme bilingue. Parce que moi, j'avais un peu abandonné mon idée d'être prof d'allemand en 3e, puisqu'on m'avait dit qu'il n'y avait plus assez de débouchés, blablabla. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Une école de commerce bilingue, c'est bien ça. C'est super. Mais donc, c'est plutôt parce qu'il y avait l'allemand que te vient donc cette idée de l'école de commerce. Et puis de partir en Allemagne. Ok. Pour parler l'objectif premier, Ouais. Et j'en parle donc à cette famille à Tübingen. Et il se trouve que cette école se trouve pas très loin de chez eux. Elle est à Reutlingen. Donc l'été suivant, je repasse encore 2 semaines chez eux. Bärbel m'emmène à Reutlingen. Elle dit l'école est là. Donc tu vas faire du repérage. Je faisais déjà du repérage et tout devenait super concret. Donc en fait, mon plan était clair, quoi. Il me faut un bac, ok, je vais faire une prépa HEC pour passer les concours, etc. Mais moi, je m'en fous, en fait. Je veux faire cette école post-bac.
puisque je sais où elle est, je vais être là, Tübingen ne sera pas loin, en fait, tout mon plan était clair. Donc en septembre 91, je pars à Reutlingen avec mes petits bagages. Et attends, donc juste pour recibler, tu fais 2 ans de classe prépa, c'est ça? Un an. Un an à Point K, et après, tu rentres directement ouais. à Reutlingen. Voilà. Dans... Même si ma maman m'a dit, mais écoute Karine, si tu faisais une deuxième année de prépa, t'aurais des meilleures chances. Je lui ai dit, mais je m'en fous, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux je voulais faire mon année de prépa quand même. Pour bien, hein, voilà. Ouais. On sait pourquoi, on est un peu maso. Puis après, on sait pourquoi on ne veut pas en faire une deuxième. C'est le syndrome de la bonne élève, ouais. Voilà, après un bac C, on va bien faire une prépa. Je sais, on est bonne en langue, on en a assez sué, voilà, c'est tout, c'est bon, maintenant je pars en Allemagne. Et j'arrive donc à Reutlingen, donc c'était Fachhochschule Reutlingen. Et excuse-moi, et tu es... ils ont un internat sur place où tu es logé dans foyer, la... D'accord, tu es dans un foyer, t'es pas tu retournes pas chez ta famille Non. Par contre, là où j'ai pas du tout anticipé, c'est que je m'étais pas rendue sur place à l'avance. Tu vois, aujourd'hui, je me retrouve à dire à mes parents, non mais le premier truc qu'il a fallu que je m'achète, c'était une assiette, des couverts, il y avait rien dans le foyer en fait. Et ça a été un petit peu dur en fait. Et le truc, c'est que c'est pas seulement le problème de la langue qui se pose en salle de cours, c'est le problème de la dynamique de la classe. C'est-à-dire que moi, j'avais pas été habituée à participer autant en classe, et je me suis retrouvée projetée avec des élèves allemands qui prenaient la parole facilement. Ils étaient dans leur propre pays. Ils avaient fait pour la plupart déjà un apprentissage avant d'être là. Donc une Lehre à la banque, ils avaient des questions déjà très pointues, alors que moi j'étais juste en train de ramer pour essayer de suivre le prof. Le choc ou l'après-coup. Ouais, exactement. Tu dis, pour toi c'était le rêve, tu as travaillé pendant des années, et là tu redescends. Quoi. Ouais. Mais à côté de ça, il y a eu plein de trucs absolument géniaux. Mais tu t'accroches, donc j'imagine. Ah oui, je me suis complètement accrochée, parce que à l'issue de la première année, pendant la première année, on devait déjà trouver son stage pour la deuxième année. Donc pareil, vu le niveau d'allemand, à l'époque, pas d'internet, donc je disais tout à l'heure, tu passes tes coups de téléphone de la cabine, tu envoies tes CV, tu utilises tes premiers ordinateurs. Moi, j'avais pas d'ordinateur à moi, t'avais un ordinateur à l'école, ok, comment tu fais ton CV, à quelle entreprise tu envoies, c'était un peu le parcours du combattant, mais je me retrouve à décrocher mon stage en marketing chez Schwan-Stabilo, donc qui font les instruments d'écriture, à Nuremberg. Et à trouver je ne sais plus comment. Pour les gens qui ne connaissent pas, moi, c'est les Stabilo Boss, par exemple. Ou les stylos avec le petit capuchon là en plastique voilà, coloré. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le Stabilo, ouais. Et alors après, qu'est-ce qui se passe après ton stage? Tu retournes à Reutlingen ou tu commences à travailler? Non, en fait, après, il y a eu encore les 2 années. Bon, je suis retournée à Reutlingen, donc pour la fin de ma deuxième année. Après, j'ai fait mes 3e et 4e années en France. Entre-temps, j'avais quand même rencontré celui qui allait devenir mon mari et devenir le papa de mes enfants et devenir mon ex. Mais il est français, lui? Non, il est allemand, mais il a fait les mêmes études que moi. Ouais. Ah, vous êtes rencontrés en fait à l'école? Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc après mon diplôme en 95, j'ai commencé à travailler en France. Mais là, excuse-moi, tu es avec ton ex-mari, vous êtes ensemble. Oui, on est ensemble. Ouais. Vous mettez ensemble pendant vos études? Non, parce que lui, il était dans l'année avant. J'ai fini mes études 1 an avant lui, donc j'ai commencé à travailler. Il devait être encore à Reims. Il finissait, et lui, il a fait un master en fait. Il a fait un MBA encore, donc il est parti au Canada. Et moi, je continue à travailler. Donc j'ai travaillé dans la vente d'abord. J'étais chez le groupe Mars en fait, Unisabi, chef de zone. Pendant 2 ans, j'ai fait ça sur Belfort. Est-ce que j'allais demander sur Belfort? D'accord. Sur Belfort. Je voulais plus trop entendre parler de l'Allemagne, en fait, c'est bizarre. Maintenant, je me dis, je sais plus trop pourquoi à ce moment-là. Et mon mari finit donc son MBA en 97, décroche un poste chez Procter & Gamble à Francfort. Et je me dis, bon, c'est bon, on va se marier, maintenant, c'est bon, on va arrêter voilà, Oui, puis ça a dû être une relation à distance. Voilà, c'était une relation à distance longtemps. Et donc, en juin 98, on s'est mariés, je l'ai rejoint à Francfort, j'avais démissionné, et je me suis retrouvée de nouveau en Allemagne, donc une fois juin 98. Ouais, c'est ça. Et puis, Francfort, j'ai dû y rester 2 ans, puis alors après, Hélène, tu vois, j'ai beaucoup vagabondé. Mais à Francfort, tu travailles ou? Alors au début, moi, on verra. Ouais. Donc j'ai donné des cours de français entre 98 et 99, Berlitz, école de français privée. J'ai trouvé ça assez sympa. Je voulais plus faire de la vente. J'ai fait un stage après comme junior Kundenberaterin, donc conseillère en clientèle en agence de pub.
3 mois, ça m'a plu énormément. Par contre, là, j'ai réalisé que mon niveau d'anglais, ça va pas du tout. Donc, entre le moment où ils m'ont fait une offre d'emploi et le moment où j'ai démarré, j'ai négocié 1 mois pour pouvoir améliorer mon anglais. Et je suis partie 1 mois aux États-Unis à ce moment-là. Okay. Et j'ai travaillé 1 an à Francfort. Mon mari, entre-temps, a été muté à Genève. Donc, en 2000, on est parti à Genève. Voilà. Donc d'accord, ok, donc 2 ans, c'est ça, vous restez 2 ans à Francfort et Voilà. ensuite vous partez à Genève, donc à nouveau pour une mutation, enfin Voilà. un autre poste de ton mari. Voilà. Et donc toi, là, c'est pareil, tu te dis, on verra bien ce que les lieux m'inspireront. Toujours très. Puis là, pour une fois, attends, contrat d'expat, on n'a jamais eu autant d'argent. Puis la vie à Genève, moi, j'avais jamais vécu non, en puis en Suisse. plus, enfin, Genève, c'est la Suisse romande, donc on parle français. Alors là, je suis c'est pas aussi... trop pressée de travailler. D'ailleurs, j'ai dit, maintenant qu'on est à Genève, il nous faut une cabriolet. C'est indispensable. Je veux pouvoir faire le tour du lac. Tu sais, très... Et d'ailleurs, j'ai eu ma petite Golf cabriolet dont je rêvais. Enfin, d'occasion. Tu faisais des tours de lac. Donc. Voilà, je faisais des tours de lac. J'ai dû donner des cours d'allemand. Je sais plus trop ce que j'ai fait à ce moment-là. Mais en fait, je crois que j'ai bien profité jusqu'au moment où je me suis dit, ça va pas, ça va bien 5 minutes. Et ensuite, je me suis dit, finalement, agence de pub, il y en a certainement aussi à Genève. Donc, j'ai travaillé en agence de pub à Genève, d'abord chez Grey. Et là, j'ai découvert, alors, la façon de travailler suisse romande, enfin, ou genevoise, parce que je veux pas généraliser, genevoise qui est du sujet, on va dire. Et au début, j'étais un peu choquée parce que ça n'avait plus rien à voir avec le speed que j'avais connu à Francfort. Et j'ai très vite switché d'un côté un petit peu peut-être arrogant à me dire, mais je vais m'encrouter dans cette ville, il se passe rien. Et excuse-moi, parce que c'était quoi la différence? Tu veux dire, ils étaient beaucoup plus cool, rien à voir. Ou lents. Lent, mais hyper lent. Très motivé par le temps qu'il fait à l'extérieur pour savoir où on mange à midi et à quelle heure on sort et si on fait du bateau ou pas ce soir. Enfin, moi, je me disais, mais attends, c'est le jour et la nuit par rapport à Francfort. Je me rappelle pas. À Francfort, de toute façon, il faisait toujours moche. Ouais, c'est pas tout à fait le même cadre, j'allais te dire. Et je me rappelle là aussi d'une anecdote d'un de mes collègues donc, qui était graphiste, donc de le briefer sur un projet client, un petit projet, et puis qui me regarde. C'était tout au début. Non mais doucement Karine, tu parles beaucoup trop vite. Alors je te passe l'accent. Là je me rappelle avoir pris ma respiration, je me suis dit attends. Et s'il avait raison. En fait ça a fait un déclic chez moi quoi. Je me suis dit il y a peut-être quelque chose à gagner de ce style de vie en Suisse. Parce que la Suisse, bon, il y a plein d'images qui sont véhiculées sur la Suisse, mais il y a une vraie qualité de vie. Et là j'ai pigé. En fait, je crois que ça m'a aidé à piger ça, c'est que j'étais hyper stressée comme fille, hyper speed, hyper peut-être ambitieuse aussi. Ouais, j'ai des souvenirs merveilleux de cette époque-là. Et puis bon, après des souvenirs similaires dans l'autre agence, de nouveau, où on avait un client suisse alémanique. Bien sûr, il m'a été attribué parce que j'étais la seule à parler allemand. J'ai découvert aussi que les Suisses romands ne parlaient pas l'allemand, parce que je ne savais pas du tout. J'étais arrivée en Suisse très naïvement en me disant, mais attends, ils doivent tous parler l'allemand. Eh bien non. Et donc, c'est toi qui auras les clients allemands, puisque toi, tu parles allemand. Et j'étais plein de préjugés, forcément, hein, un peu influencée par mes collègues. Puis après, je me suis dit, mais non, en fait, j'irai vérifier. Et moi, étant plutôt germanophone, germanophile aussi, je me suis dit, mais c'est top, en fait, la Suisse alémanique. Et en fait, ma chef, ma responsable était elle-même suisse-allemande, mais vivant à Lausanne. Donc, on a beaucoup parlé de la Suisse alémanique. J'ai été passer des journées à Zurich avec elle, découvrir Zurich, que j'ai trouvé top, en fait. Et je me suis sentie très riche de tout ça, mais de nouveau un peu déconnectée par rapport à mon environnement proche. C'est-à-dire que les Français les francophones autour de moi, très genevois, on va dire, et j'ai rien contre ça, hein, mais peut-être dans leur zone de confort, j'arrivais pas du tout à m'identifier à ça, en fait. Et je me mettais de nouveau à trouver des expats, mais pas forcément des expats, parce que Nina, elle n'était pas expat, pour le coup, elle était bien suisse, mais suisse venant d'ailleurs. Voilà, ou une autre collègue qui était elle, qui venait plutôt de la Suisse italienne, donc du Tessin. Donc on a été passer une journée à Milan ensemble, faire du shopping en partant de Genève. Enfin, tu vois, on a exploré d'autres frontières en fait. Et ça, c'était le parcours suisse qui m'a vraiment marqué, jusqu'à un point quand même, où en 2003, mon mari a eu une offre d'emploi pour un de ses anciens chefs de Procter. Donc excuse-moi, juste pour cibler, vous restez combien de temps Voilà, à Genève, justement, jusque 2003. Donc 3 ans. 3 ans, d'accord. Voilà. Oui, donc c'est quand même relativement... Je croyais que tu allais me dire je suis restée 10 ans. Donc non, c'est quand même relativement bref. Mais c'était dense, en fait. C'était très dense. Oui. Et puis, c'était une époque où on était en contrat d'expat. Donc ça te changeait tout.
et où finalement je cherchais encore un peu ma place, et je l'ai jamais vraiment trouvé dans la communauté expat, je l'ai pas trouvé au niveau des jeunes voix. Je savais pas vraiment, tu vois, moi j'étais là, spouse, entre deux, donc je me suis dit, bon, c'est pas vraiment une étiquette, il y avait des invitations à des trucs spouse, donc j'avais la newsletter, ça, non, j'ai pas envie d'aller faire du scrapbooking avec des... Voilà, très clairement. Par contre, la Suisse alémanique, j'ai trouvé ça sympa, mais voilà. Bon, ça s'est arrêté là, mon mari a eu une offre d'emploi par un de ses anciens responsables qui, entre-temps, avait changé d'entreprise, qui était à Munich, et il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, écoute, on va pas faire de vieux os à Genève, bah, on a qu'à aller à Munich, j'ai jamais mis les pieds à Munich. Donc on est un peu parti comme ça à Munich en 2004, en fait, janvier 2004. Donc il a démarré son job chez Wrigley, donc les chewing-gums à Unterhaching en début 2004. Et moi j'ai rejoint, je pense, au mars ou avril, en fait, par là. Et tu te rappelles de ta première impression de Munich? Alors, ce que je t'avais raconté tout à l'heure, j'avais déjà mis un pied à Munich, finalement. Bon, c'est vraiment un souvenir qui m'est revenu en arrivant chez toi, en 91, étudiante à Reutlingen, dans le train. D'accord. C'est sortant de la gare, puis on avait dû aller à la Theresienwiese. Parce que vous alliez à la fête de la bière. J'y suis allée une fois. Et pour moi, Munich, c'était ces énormes masses, ces Italiens qui m'avaient payé des coups, donc à 10 marks le mas, ça je me rappelle aussi. Et puis tous ces gens par terre, qui un peu m'écœuraient, qui faisaient la queue pour faire pipi. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est pas du tout mon monde, mais bon, si c'est ça Munich, pourquoi pas. Il y a un côté folklorique, je pense, qui m'a plu, parce que quelque part, ça me permettait de reconnecter à ce que je connaissais, le folklore un peu polonais, un peu exubérant, tu vois, voilà. Donc il y a ce côté fêtard qui m'a plu, en fait. Et donc là, quand ton mari a sa proposition pour aller en Allemagne et à Munich aussi, est-ce que tu te souviens de l'état d'esprit dans lequel t'es? Tu te réjouis ou t'aurais bien t'es triste de quitter la Suisse? Non, parce que là, c'est vraiment un choix. Non, je suis contente. Je suis contente d'aller voir autre chose, de tourner la page Genève, où je me disais finalement, ça va peut-être un petit peu restreindre mon champ d'exploration. Non, je suis tout à fait contente. Sauf que, voilà, peut-être que les choses, on n'a peut-être pas fait les meilleurs choix, ou on n'a pas été dans les meilleures conditions possibles à ce moment-là pour découvrir la ville sous ses aspects les plus positifs, on va dire. On n'a pas choisi d'habiter en centre-ville, on s'est retrouvé à Waltruding. C'est-à-dire, tu veux dire qu'en fait, par exemple, vous avez fait des mauvais choix sur le lieu, je pense, pour démarrer. Ouais. Mais vous avez été aidé ou c'est vous qui vous êtes débrouillé complètement tout seul? On a quelqu'un qui nous a aidés, mais on lui a donné le briefing. Elle nous a vraiment aidés en fonction du briefing. On avait un chien à l'époque, et moi, je me suis dit, moi, je suis pas quelqu'un de la ville, il me faut être à l'extérieur, j'ai besoin de verdure, etc. On a atterri à Waltruding. Il y avait une forêt en bordure. C'était, j'allais dire, ça répondait au briefing. Hein. J'avais un rez-de-chaussée jardin, un prix correct pour l'époque. Voilà, c'était vraiment le briefing. Mais finalement, je me dis avec le recul, j'ai pas vraiment vécu les vibrations de la ville, en fait, parce que j'étais un petit peu habitant en bordure, j'avais pas de travail de nouveau, enfin, tu vois, ça c'est aussi un peu un schéma, je suis mon mari, puis je verrai bien sur place, mais je verrai bien, puis tiens, si on faisait un bébé, je me retrouve enceinte, donc voilà, tu te mets dans une autre, tu vois, j'ai un peu, des fois, suivi un courant, mais sans trop savoir ce que je cherchais, donc ça, c'est aussi quelque chose un peu que je fais, entre-temps, voilà, j'ai évolué, heureusement, mais voilà, un petit peu laisser trop d'options ouvertes, et puis, tiens, on fait un bébé, oui, pourquoi pas, tu vois. Et qu'au final, tu te retrouves pris par le flot, quoi, sans que toi, t'aies décidé quelque chose. C'est ça. Et ce que j'avais pas mesuré non plus, c'est qu'une fois que ce bébé, il y a eu plusieurs étapes aussi, mais quand Yanis est né en novembre 2005, passé la première année, mon fils commence à parler, ses premiers mots sont en allemand. Et moi, je me suis rendu compte, avec le premier, tu passes beaucoup de temps tout seul. Hein. Moi, j'ai pas de famille sur place. Un nouveau-né, en plus, épuisant. Donc, tu dors pas, tu deviens presque un peu dingue. Puis, tu t'aperçois, en plus, ses premiers mots, c'est en allemand, quoi. Je me rappelle, la porte du garage, Zug, Zugzeug. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Donc là, par contre, éclair de génie, il me faut des francophones. Et là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça, pas toute cette possibilité de connexion. Donc, je me dis, il me faut un Krabbelgruppe en français. Parce que j'avais tous les petits groupes pour Yanis à Munich. J'avais bien exploré. J'étais la maman allemande parfaite. Les Stillgruppe, la Krabbelgruppe. J'ai appris toutes les chansons, toutes les comptines en allemand, mais je ne savais plus rien en français. Et là, j'ai senti le déséquilibre. Donc, on va remettre un peu de français. Il faudrait bien aussi qu'Yanis apprenne une souris verte, mais pas tout seul, tous les deux, sinon ça devient un petit peu dingue. Et donc je me rappelle aussi à Waltruding mettre mes petites affiches, Krabbelgruppe en français,
J'ai réservé une salle sans savoir qui viendrait. J'ai dû avoir 2 ou 3 coups de fil. J'avais pas de smartphone non plus à l'époque. J'étais en plus très réfractaire au téléphone mobile. Et je me rappelle, j'avais même pas de téléphone mobile. J'avais une carte pour téléphoner. Et finalement, j'ai quand même notre première rencontre à Trou de Ring. J'ai rencontré 5 francophones. Et donc, en fait, ces personnes arrivent, qui sont devenues mes copines et qui sont toujours mes copines d'ailleurs. Et on a comme ça pendant plus d'1 an, on s'est vu une fois, je sais plus à quel rythme, mais en tout cas, je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui avais besoin de parler français, que les enfants parlent ou pas français, finalement, très égoïstement, je m'en fiche un peu. Mais j'étais contente de retrouver cette possibilité une part de parler de ton en identité, en fait. Mais voilà. Mais c'était un élan au départ pour les enfants, et puis c'est vrai que ça a trouvé de la résonance parce que les personnes qui sont venues avaient exactement le même besoin. Donc attends, tu fais donc 2004, 2004-2008. 4 ans à Munich. Voilà. Là, tu t'occupes de Yanis exclusivement. De ton enfant. Et voilà. puis tu te recrées un petit noyau francophone. Ici, que je requitte une fois de plus. Et encore, j'imagine, parce que ton mari change de travail. Alors non, c'est parce qu'en fait, c'est toujours mes contradictions. C'est-à-dire, en fait, j'ai eu énormément de mal à me décider où est-ce que c'est chez moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, je suis là, mais de nouveau, la Sehnsucht, la nostalgie de la Suisse, dans mon cas, du côté francophone, était énorme. Donc là, je dis non, 2e enfant, pas ici, c'est pas possible, etc. Donc il trouve un travail à Lausanne. Et on part donc je trouve un appartement, moi, donc j'étais enceinte, et bien enceinte du 2e déjà à cette époque-là, de mon 2e fils. Et on arrive à Divonne, donc près de Genève, en mars 2008. Et Raphaël est né 2 mois plus tard, en fait. Et là, même situation, j'ai encore mes contacts de Genève de l'époque, professionnellement, mais j'ai pas à cœur de retravailler pour le moment. Et je me retrouve un petit peu à zéro de nouveau, c'est-à-dire sans rien, explorer tout sur place, puis avec un 2e enfant. Un 2e enfant. Et toujours beaucoup de bonne volonté, mine de rien. Et donc là, oui, je me consacre beaucoup à mes enfants, au point où à un moment, c'est marrant d'ailleurs, parce que je me rends compte à quel point à chaque fois je me mets dans une situation où il faut que je crée un peu de pression pour que je fasse de nouveau, que je sorte de ma box, tu vois. Parce que Raphaël est tout petit, je me rappelle, je dis oh non, mais si ça continue comme ça, je vais m'encrouter, tu vois, de nouveau. Bam. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je recontacte mon ancienne responsable, bon, il n'y a pas de travail dans son agence. Je recontacte le fameux collègue qui m'avait dit mais tu parles beaucoup trop vite. Entre-temps, il avait créé sa boîte, donc je vais travailler quelques mois avec lui à Genève. Ok. Voilà. En parlant moins vite. En parlant beaucoup moins vite. Puis alors, qu'est-ce que je suis contente des pauses déjeuner au bord du lac Léman, à rigoler et tout ça. Et puis je retrouve ce lac avec un bonheur énorme. Enfin, je crois que ce qui m'a vraiment attiré, c'est le lac, la vue sur les montagnes, qui me manquait tellement à Munich, quoi. C'était, j'adore, quoi. Genève, j'ai un lien à Genève qui est, je l'ai dans le cœur. Et puis après, donc, je travaille aussi ensuite avec Nina à Lausanne. Mais là, alors aussi, ça c'est une grosse claque. Je m'aperçois qu'en fait, le fait d'être devenue maman m'a vraiment changé comme personne. Alors déjà, je me trouve effectivement devenue, mais beaucoup plus lente qu'un Suisse. Mais je rame pour apprendre. Il s'est passé plein de choses dans le milieu professionnel en quelques années finalement. Oui, parce que tu as été déconnectée pendant quelques années quand même. Et je pense que j'ai pas été suffisamment coachée dans cette reprise d'emploi. Et Nina a vu en moi la personne qu'elle avait laissée quelques années avant. Et puis elle n'a pas retrouvé non plus la Karine. Donc il y a eu une déconnexion. Moi, je me suis pas du tout de nouveau sentie à ma place. Donc je me suis dit, on va arrêter de se taper la tête contre le mur. C'est peut-être vraiment plus pour toi la pub. Je me sentais aussi en décalage par rapport aux questions que j'avais. C'est-à-dire, mais j'arrivais plus à ces meetings où on se prend la tête sur des questions de packaging ou de noms. Voilà, c'était plus mon monde. Donc avant de vraiment que ça tourne au vinaigre, je me suis dit non, tire-en les conséquences. Donc oui, c'est un peu bizarre, mais j'ai jamais su anticiper ces moments-là. Il fallait que j'aille au bout de cette envie pour réaliser que non, finalement, la vie, elle te demande d'aller dans une autre direction. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu décides de quitter le travail? Je quitte le travail. Donc, on doit être en 2010 ou 2011, je crois. Et puis, mon mari, entre-temps, me parle que son entreprise est restructurée, qu'il y a une mutation qui s'annonce à Zurich. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Parce que, alors,
pour moi, Suisse romande, c'était ma dernière étape. J'avais déjà assez déménagé dans ma vie, hors de question de partir. Donc je lui dis, écoute, non, moi je bouge pas de là. Donc je crois qu'entre-temps, même je suis enceinte de notre 3e enfant. Donc on décide que moi je reste à Divonne avec les 2 petits, enfin les 2 garçons qui sont encore petits à l'époque, 6 et 4 ans. Et puis voilà, j'ai ma voisine qui est devenue ma meilleure amie. Enfin, je me suis vraiment créé mon nid. Et Ouli part donc travailler donc à Zurich, il garde son poste, il a une Et donc promotion. t'es enceinte du 3e enfant aussi. Et je suis enceinte du 3e. En plus, le truc pas compliqué du tout, c'est que je suis toute seule enceinte, la grossesse se passe mal. J'en arrive au point à me dire, j'espère qu'il va se faire licencier. Et je suis pas licenciée. En tout cas, pas à ce moment-là. Non, ça aurait été trop simple. Donc en fait, au bout d'un moment, une fois que la petite est née, j'ai dit, écoute, on peut pas rester comme ça. Enfin, à un moment, il faut quand même que... son papa, ouais. Oui, voilà, puis qu'on soit tous sous le même toit, parce que 3 enfants toutes seules. Enfin, je me souviens de nuits où c'était épouvantable. T'allaites, les petits 4-6 ans, ils sont pas autonomes, tu dois les emmener à 20 km. Enfin, voilà, t'exploses un peu. Oui, j'imagine. Ouais. Voilà, donc début 2013, on prend la décision donc de partir en Suisse alémanique. Et Ouli s'occupe. Par contre, là, c'est la première fois que je m'occupe pas du tout du logement, de trouver un logement sur place. Là, je délègue forcément. Et vous partez où, à Zurich? Non, à Winterthur. Winterthur, à côté de. Alors vois. pareil, la première fois qu'il m'a dit Winterthur, j'avais envie de pleurer. Demain, vous découvrirez comment se passe le déménagement en Suisse alémanique et surtout comment Karine retrouve le chemin de Munich. On parlera de résilience et de ne jamais lâcher ses rêves. En effet, Karine nous montrera que chacun de nous possède en lui toutes les ressources nécessaires pour se relever et entreprendre, et surtout que notre réalité est celle qu'on veut bien se créer. Si vous avez des questions ou suggestions, envoyez-moi un message via le site ou les réseaux sociaux, et pour me soutenir, laissez un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix avec 5 étoiles. Rendez-vous demain pour la suite et pour l'article que je mettrai également en ligne à ce moment.